Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste qui met en avant les entreprises qui concilient culture entreprise forte et succès business. Et alors pour faire ça à encore plus grande échelle, Harmony Inside c'est un podcast mais c'est aussi un label qui distingue des entreprises qui sont alignées autour d'une culture forte, d'une stratégie claire et dont les collaborateurs sont engagés. En bref, des entreprises harmonieuses comme celle que vous vous apprêtez à découvrir dans cet épisode. Alors si le label vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et d'ici là, bonne écoute. La finance culture, c'est un vrai sujet. Est-ce que la finance est en contradiction avec la culture ou pas? C'est un vrai sujet, des vraies tensions. Nous, on est des militants de finance plus culture. C'est parce qu'on aura une belle culture parce que la culture, quelque part, c'est de l'exigence, c'est des comportements, c'est une raison d'être, ça donne de l'énergie. Et donc, c'est ça qui va générer la motivation, la responsabilisation, l'autonomie, et donc ça doit donner des entreprises performantes. Donc en fait, culture et finance devraient marcher de pair, devraient être deux jambes, et quelquefois il y a des énormes tensions, parce qu'une surfinanciarisation, parce que voilà, on en connaît tous, donc un excès de finance peut nuire. Attends, on est des militants, mais on n'est pas que des militants parce que c'est joli et gentil. Hein. Tu vas nous faire passer pour les bisounours encore, on n'avait déjà pas besoin de ça. Juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, Patrick, tu es quelqu'un qui a monté une banque d'affaires, tu as fait énormément de fusions-acquisitions, des rapprochements d'entreprises, d'intégration, tout ça. C'est de là que te vient aussi le fait de dire la culture, la résonance, la compatibilité, c'est ce qui fait qu'une opération financière va fonctionner. Oui, mais là, on est des révolutionnaires, il faut être attention, vous allez entendre quelque chose de vraiment nouveau. Oui, quand on fait... Il est modeste, ça marche bien. Non, mais quand on fait de la finance, Bon. quand on fait des opérations financières, effectivement, vous allez chercher, vous raisonnez en conflit, en pression, en rapport de force. Vous êtes là pour lever des fonds, donc vous cachez les mauvaises nouvelles au milieu des bonnes. Lorsque vous êtes investisseur, vous vous présentez, etc., sous le meilleur jour. Deux entreprises veulent fusionner, il y a effectivement plein de négociations, de juridiques extrêmement complexes, et tout ça va noyer le véritable sujet qui est la compatibilité des hommes, en fait, puisque deux entreprises qui fusionnent, un actionnaire qui arrive dans le capital, c'est des rapports humains. Et si la confiance n'est pas là, et culture égale confiance, c'est culture en adéquation égale confiance. Culture qui n'est pas la même égale des quiproquos, mais assurés, des incompréhensions. Et notamment en cas de tension, c'est là que ça pète. Et donc tout ce travail effectivement, ce que j'ai expérimenté, moi c'est une façon radicalement différente de faire du M&A, c'est-à-dire des opérations financières, c'est de dire ok, c'est quoi le sens de notre projet, c'est quoi les valeurs, pourquoi on fait ça, et c'est quoi, est-ce qu'on est compatible ensemble, essayer de faire des opérations financières, mais non seulement de présenter sa stratégie, son marché, ses finances, mais aussi de présenter sa culture et d'aller comprendre la culture de l'autre. Et de travailler, une fois qu'on a atteint des niveaux de valorisation satisfaisants, une fois qu'on a des synergies qui vont apparaître, etc., qui sont claires, de faire la sélection du prétendant, de choisir l'heureux élu, non pas uniquement en fonction de critères financiers, mais en fonction de critères de beauté culturelle. Et là, à ce moment-là, la confiance naît et vous avez des opérations qui vont beaucoup, beaucoup plus vite, qui sont basées sur la confiance. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des centaines ou des milliers de pages de contrats juridiques, des garanties de passifs en voiture, voilà. Et si vous n'avez pas cette compatibilité, ou si au dernier moment, vous rajoutez une petite clause assassine juridique, vous cassez la confiance. Et ce travail, notamment, c'est l'exemple de Shapka qu'on a accompagné, puisque c'était là encore notre client numéro 1. Donc, et c'est une société qu'on a accompagnée pendant 5 ou 6 ans avec Hélène, et qui a abouti même à une cession d'entreprise. Et tout le travail que je viens d'énoncer a été fait. Et finalement, Shapka a été racheté par le premier courtier mondial en assurance, qui est Aon, après un vrai travail sur la compatibilité entre Shapka et Aon. Et Aon a fait la même année 3 autres acquisitions. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 4 acquisitions? Il y en a une, Shapka, dans laquelle la quasi-totalité des collaborateurs est restée et ils sont encore là et continuent à travailler. L'entreprise se développe au sein de Aon de manière merveilleuse. Et les 3 autres, la totalité des collaborateurs sont partis parce qu'il n'y a pas eu ce travail. Voilà, donc faire de la finance harmonieuse, quelque part, c'est vraiment une façon radicalement différente. On en est loin encore, donc c'est un appel. Nous avons quelques partenaires. Je salue ici Elodie de Seven Stones, qui est une de nos clientes et partenaires, et qui fait du M&A for good, enfin du M&A vraiment harmonieux, qui a du sens. Donc il est vraiment possible de faire de la finance autrement, et ça serait même tellement plus logique et naturel. Oui, en fait, ça voudrait dire qu'on recherche plutôt... Enfin, en fait, c'est comme si, je sais pas, si on sélectionnait le partenaire de notre vie que sur des critères
objectif, alors combien tu gagnes par mois, etc., etc. T'as fait quelle L'enfer du école? date. Non, mais en fait, c'est ça. C'est de se dire, à la fin, il y a quand même une alchimie qui doit se faire. Et cette alchimie, bah oui, ça peut être avec quelqu'un où on n'aurait jamais pensé que socialement, en guillemets, on serait compatible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est que ça va mieux marcher de racheter une boîte qui sera peut-être très loin de votre cœur d'activité, où au départ, vous disiez, ouh, les synergies, c'est vraiment pas évident. Mais par contre, il y a une vraie raison d'être et des valeurs communes. Et là, il pourrait y avoir des choses merveilleuses versus quelqu'un où sur le papier, vous dites, bah oui, on a tout pour que ça se passe bien. Mais en fait, si culturellement, il y a des tensions, bah, il n'y aura pas de valeur ajoutée. En fait, au contraire, vous risquez de détruire de la valeur. Plus il y a une culture qui est compatible, plus vous pouvez y aller en confiance, donc plus vous êtes prêt à valoriser l'entreprise parce que vous savez que les synergies vont arriver. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes vertueux qui peuvent avoir lieu. Et si vous ne le faites pas comme dans 95% des cas, eh ben vous allez arriver au scénario normal où vous avez 2/3 des acquisitions qui ne créent pas de valeur, vous avez énormément de tensions humaines, du gâchis quelque part, et c'est vraiment dommage. Donc travailler sa culture, et donc nous on propose des audits de culture, des diagnostics en amont, ou travailler sur la culture même pendant l'opération et surtout au moment de l'intégration, c'est vraiment clé. Donc voilà, pour l'instant ça n'existe pas, hein, c'est extrêmement rare. Il y a quelques entreprises industrielles qui le font spontanément. On parlait de Content Square tout à l'heure. Ils ont fait 4 acquisitions, dans les 4 cas ils ont fait un audit de culture. Voilà, donc il est vraiment possible là encore de manager la culture de manière proactive et de faire des audits de culture, d'utiliser cette culture comme levier de négociation pour vous différencier, pour créer la confiance, pour voir où vont être les tensions, et ensuite, dans l'intégration, pour créer des synergies le plus rapidement possible. Et peut-être juste un dernier point là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé sous l'angle acquisition. Je suis un dirigeant, je vais vouloir acheter, intégrer une société de toute taille comparable, soit plus petite, dans mon entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent que c'est pas un sujet pour eux, parce que eux, de toute façon, ils veulent vendre leur boîte à terme. Et déjà, on recommande quand même, quand tu entreprends, de réfléchir assez tôt à pourquoi tu entreprends. Encore une fois, il y a une optique patrimoniale pour l'entrepreneur. C'est quoi ta stratégie d'exit? Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux mettre un DG? Est-ce que tu veux vendre ta boîte à un moment donné? Et on a vu beaucoup d'entrepreneurs se dire, bah, c'est pas grave, je me ferai racheter et je vais rester 3 ans pour vester mes parts. Et de toute façon, ça va aller. Enfin, je m'en fous un peu qui me rachète. Alors qu'il va sous-estimer, c'est que 3 ans, c'est un putain d'enfer. Si ça se passe mal, c'est très, très, très long. Et il y a ce côté déjà, ça va être quoi ta vie une fois que tu te seras fait racheter t'auras un boss? T'as jamais eu de boss, entrepreneur. Hein. T'auras eu un boss qui va te dire quoi faire. Tu supportes pas comment il est, ta vie va être horrible, et tu peux pas partir parce que sinon tu perds tout. Et l'autre point, c'est de se dire, mais il y a aussi la notion de l'héritage. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même chez des clients, à nous, se dire, je veux travailler là-dessus pour préserver mon héritage après que je sois parti. Donc le plus tôt tu fais ce travail, de se dire, voilà notre société, voilà nos valeurs, voilà notre vision, voilà notre raison d'être, et voilà ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et en gros, tant pis pour le chèque. Même ça peut paraître utopique, mais tant pis pour le chèque, j'irai pas bosser pendant 3 ans pour une boîte qui va pas cocher ces cases-là. En tout cas, au moins de connaître ces cases-là. Ne pas le faire, c'est vraiment se préparer à se mettre très très mal, alors que une session, c'est censé être entre guillemets, l'aboutissement, exactement. Ouais. Mais même encore plus de ça, je dirais complètement dans ton sens, c'est-à-dire que généralement il y a une clause de earn-out, c'est-à-dire que vous vendez par exemple 70% du capital, et puis il y a 30% qui vont être réglés dans 3 ans et en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Grosso modo, c'est ce qui se passe dans 70 à 80% des cas. Si les cultures sont compatibles, tout de suite vous allez pouvoir vous mettre en synergie, vous allez avoir vous êtes en confiance, donc voilà, et ça va aller très très vite. Et nous, on a vu pas mal de nos clients qui ont fait beaucoup plus d'argent avec les 30% qu'ils ont cédé 3 ans après qu'avec les 70% qu'ils avaient cédé dans un premier temps. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie à l'inverse, exactement ce que tu viens de dire. S'il y a des tensions qui apparaissent, s'il y a des incompréhensions, s'il y a du sabotage, et ben les 30% ne vaudront pas grand-chose parce que vous n'allez pas délivrer et vous allez vivre effectivement un enfer. Donc c'est aussi une stratégie financière intelligente de faire comme ça, oui, absolument. Et peut-être là aussi, pour parler de se protéger, entre guillemets, ce qui est unique en France, hein, c'est quand même ce statut de société à mission, enfin qui est pas un statut, une qualité, mais qui permet justement de graver dans le marbre certains éléments incontournables de l'entreprise. Et en vrai, rien ne vous empêche dans vos statuts, en plus de votre raison d'être, de mettre aussi les valeurs que vous avez envie d'incarner, de mettre vos objectifs de mission, ça c'est dans la loi, mais voilà, de mettre un maximum d'éléments. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de graver dans le marbre, qui soit quelque chose que n'importe qui, s'il va acheter votre boîte, est obligé de se tenir à ça. Voilà, ce que nous propose Hélène, là, c'est à côté du statut d'entreprise à mission, c'est de créer le statut d'entreprise à valeur, voilà, ou d'entreprise à mission à culture. et à valeur, ou d'entreprise à culture, ce qui est encore ce qui est le plus simple. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est les levées de fonds. On a énormément de questions
sur comment choisir mon investisseur, pour ceux qui ont le choix des investisseurs, parce que on n'a pas toujours le choix. Ouais. Mais plus vous allez, et surtout en ce moment, mais plus vous allez assumer votre culture dans votre présentation de votre entreprise, dans le pitch, plus vous allez attirer des investisseurs qui sont potentiellement non seulement résonnants, mais énergisés par votre projet, et donc plus vous avez de chances que l'opération se fasse. A contrario, et pour ça je salue au micro de ce podcast, Damien Néré, là encore, de Let's Sign It, dont on a parlé tout à l'heure, qui dit très clairement qu'il a veillé à cette compatibilité culturelle au niveau de ses actionnaires, notamment lorsqu'il a fait une levée de fonds au niveau de Let's Sign It. Et ça a été extrêmement bénéfique le jour où il y a des tensions. Parce que c'est le jour où il y a des tensions que vous voyez véritablement le véritable visage de votre partenaire, de votre actionnaire. Et donc si vous avez une compatibilité culturelle, vous allez avoir confiance, vous allez vous entraider, vous allez être en transparence. Là où ça devient très très dur, c'est dès qu'on ne se comprend pas, il n'y a pas la transparence, il y a des quiproquos, etc. Donc si vous avez le choix, le loisir, la chance d'avoir le choix dans vos investisseurs, à un moment donné, arrêtez de regarder les valorisations et les clauses juridiques, regardez la compatibilité culturelle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.